OK, on va commencer notre après-midi, notre rencontre de cet après-midi qui sera très informelle en fait sur le plan du format, dans la façon de présenter déjà quelques résultats préliminaires par rapport à notre étude. Il y a plusieurs Brésiliens, en fait quelques Brésiliens, je ne sais pas combien il y en a, mais qui sont à distance avec nous par le biais d'Internet. Et les caméras, je ne sais pas où elles sont placées, mais il y a des caméras donc, qui peuvent nous suivre par le biais d'Internet. J'aimerais également remercier tous les Brésiliens qui sont ici aujourd'hui et qui sont arrivés à la fin du mois de décembre par les temps extrêmement froids que nous avons eus et qui probablement reviendront. Donc, il y en a quelques-uns qui vont rester quelques mois avec nous, d'autres partiront à la fin du mois. Je crois que Denis Lev est arrivé aujourd'hui même. Hier ou aujourd'hui? OK. Il est arrivé aujourd'hui, après 20 quelques heures de trajet. Et puis, il y a un autre étudiant également qui arrivera dans quelques jours, Lucas. Voilà, et puis j'aimerais remercier tout le monde, qui sont autres à l'extérieur du projet, qui sont ici avec nous aujourd'hui pour cette rencontre, je dirais, par rapport à ce projet. Donc, on va commencer la rencontre cet après-midi par faire un rappel des grandes lignes du projet que je vais vous présenter. Ensuite, Marco Toledo, qui est professeur à l'Université fédérale du Ceará, qui est porteur de ce projet-là au Brésil, va présenter un peu l'approche sociale, le rôle et les raisons d'être du réseau des Cucas au Brésil. Donc, à partir d'une entrevue qu'on a effectuée avec la directrice des 3 Cucas, donc c'est pas une analyse cette fois-ci, en fait, de l'entrevue qu'on a effectuée, mais c'est plutôt un résumé de la discussion qu'on a eue avec elle. Ensuite, Adeline Stervini, qui est aussi professeure à l'Université fédérale du Ceará au Brésil, qui, elle, va plutôt présenter l'approche, le rôle pédagogique et également le rôle social, les activités musicales qui sont offertes à la Cuca, c'est la Cucabara. C'est bien celle-là? Oui. Donc, à Fortaleza au Brésil. Et encore là, en fait, c'est pas une analyse de l'entrevue, mais plutôt un résumé de l'entrevue qu'on a effectuée avec, je dirais, le facilitateur ou l'animateur des activités musicales de cette Cuca. Et puis là, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires par rapport aux données qu'on a récoltées ces derniers mois au Brésil. Et en fait, cette semaine, on a fait une semaine intensive d'analyse des données pour permettre à nos étudiants qui travaillent sur le projet d'avoir une forme de modèle pour apprendre à faire de l'analyse qualitative et également l'analyse narrative. Donc, on s'est concentré cette semaine sur un seul cas parmi tous les participants qu'on avait, et ce sera le cas de Jonathan, qu'on va présenter aujourd'hui. Et après, Mera va faire une présentation, va faire un témoignage en fait de son expérience au Brésil, qui a participé au projet, qui s'est rendu au Brésil en mai dernier ou avril dernier pour 5 mois et qui a participé là-bas à la récolte des données. Donc, il va venir un peu témoigner de son expérience là-bas. Puis peut-être que même Thomas, qui est ici, participera de façon informelle aux discussions. Et puis, l'après-midi va se terminer par un récital de musique brésilienne. Donc, on a plusieurs Brésiliens avec nous, musiciens qui participent au projet, qui vont effectuer le concert avec nous. Donc, juste pour un bref rappel, ce projet est financé par 2 instances, donc Affaires mondiales Canada au Brésil par le biais des Bourses Canada-Brésil, le programme Bourses Canada-Brésil, et au Brésil, c'est par le biais de la CAPES, qui est l'organisme subventionnaire, je pense, le plus important au Brésil, si je ne fais pas erreur. Et on était 2 porteurs du projet, donc il y avait moi ici à Canada, et puis Marco Toledo au Brésil. Le but, en fait, de ce financement est d'offrir des bourses d'études, c'est pas 10, c'est des bourses d'études, oui, entre des étudiants canadiens et à des étudiants brésiliens pour la mobilisation entre les 2 pays. Donc, on a une vague d'étudiants qui sont arrivés du Brésil l'an dernier, on a une autre vague qui vient d'arriver ces derniers jours ici, et puis on en a envoyé quelques-uns en mai dernier, avril-mai dernier, et on envoie d'autres au Brésil à fin avril-mai prochain pour poursuivre le projet.
Donc, le but de ces bourses-là, en fait, était de travailler à la réalisation du projet au Brésil et également au Québec, donc en participant à la cueillette et maintenant plus à l'analyse des données. Et c'était aussi de créer une équipe canado-brésilienne d'étudiants qui souhaitent travailler ensemble et collaborer à la réalisation du projet. Donc, on a déjà des petites photos de nos rencontres, soit plus informelles ou plus informelles au sein du laboratoire cette semaine. Donc, c'est vraiment une grosse équipe de chercheurs, autant ici au Canada qu'au Brésil, et c'est vraiment une équipe interdisciplinaire, donc des gens qui viennent plus de la pédagogie musicale, d'autres plus de la psychologie de la musique, ou de la musicologie ou de l'ethnomusicologie, et qui proviennent de différentes universités, tant au Québec, au Canada, qu'au Brésil. Donc, quoique une concentration plus autour de l'Université Laval au Canada et plus une concentration autour de l'Université fédérale du Sierra pour le Brésil. Et les principaux objectifs de ce projet-là, en fait, c'est d'étudier les pratiques musicales, pédagogiques et culturelles et également sociales d'écoles ou d'institutions qui utilisent une approche pédagogique non formelle pour apprendre la musique, donc tant au Canada qu'au Brésil, et c'est de décrire en fait les effets de ces pratiques sur le bien-être et le développement personnel des jeunes qui fréquentent les institutions qu'on est en train d'étudier. Et c'est également d'étudier dans une perspective interculturelle et interdisciplinaire les constantes, mais également les différences qui sont présentes au sein des deux institutions qu'on va étudier. Et c'est d'identifier les liens transversaux qui sont partagés entre les deux communautés culturelles, celles qu'on étudie, et également celles qui sont plus singulières ou spécifiques à chacune des communautés qu'on est en train d'étudier. Et c'est également d'expérimenter et valider une méthode de recherche pour étudier ce phénomène. Donc, on a retenu 2 cas pour réaliser ce projet. Donc, un au Québec, ce sera avec l'École Amplisson, avec qui on va débuter la récolte des données à partir de la mi-février, et à partir également d'un centre communautaire à Fortaleza, qui est la Baracuca ou Cucabara, je ne sais jamais à quelle heure de le dire, et plus spécifiquement les activités musicales qui se déroulent au sein de ce centre communautaire-là. Et c'est sur ce cas-là qu'on va présenter quelques résultats préliminaires aujourd'hui. Donc, Fortaleza, bon, tous les Brésiliens qui sont ici savent aussi, mais pour ceux qui ne sont pas brésiliens, donc est situé dans le nord du Brésil, juste ici. Et c'est quand même une très grande ville de plus de 2 millions d'habitants qui est située dans le nord-est du Brésil, dans l'état du Ceará. Et de façon très sommaire, parce que Marco va élaborer sur le sujet, donc les Cucas, c'est vraiment des complexes communautaires qui offrent différentes activités. Donc, ils offrent des activités artistiques, soit la musique, la danse, le théâtre, des activités sportives, également par rapport à tout ce qui est informatique. Et il y a beaucoup de projets également d'éducation sociale, par exemple des projets autour des problèmes liés à la consommation de drogue, par exemple. Ils ont une radio communautaire interne où ils peuvent diffuser différentes informations, diffuser de l'information par rapport aux projets qui sont réalisés. Ils ont une piscine olympique dans chacune des Cucas, c'est quand même très impressionnant. Les structures qui sont mises en place au centre de ces Cucas-là. Et par rapport aux activités musicales qui sont réalisées, sont principalement réalisées avec des jeunes âgés entre 15 et 29 ans. C'est la population cible des Cucas. Ils étudient de façon générale de la musique brésilienne, mais également de la musique plus internationale, musique populaire. Et puis, toutes ces activités musicales-là sont effectuées en groupe. Et puis, les groupes comportent parfois des différents instruments, donc piano, guitare, batterie. Parfois, il y a de guitare basse, du chant, etc. Donc, ça dépend évidemment des projets et ça dépend des groupes. Ça peut varier. Notre échantillon au Brésil, composé de 12 participants âgés entre 18 et 25 ans, et on a suivi 2 projets musicaux différents, mais il y avait parfois les mêmes participants qui étaient dans les 2 projets, et on les a suivis. On a suivi, en fait, pour l'ensemble des 2 projets pendant à peu près 4 mois, là, parce qu'il y avait des périodes de vacances où on ne pouvait pas nécessairement les suivre. L'approche méthodologique, en fait, on a utilisé principalement une approche qualitative, donc plusieurs enregistrements vidéo qu'on a des cours, des leçons qui étaient offerts. Également, des prises de notes par rapport à des discussions plus informelles avant, pendant ou après les rencontres. La prestation publique également des projets réalisés. Je pense que
Meira va faire une présentation de ça aujourd'hui. Il y avait des entrevues, dont des entrevues avec les participants, avec le responsable, l'enseignant, le facilitateur, la direction du KUKA, la directrice, parfois de l'observation non participante et parfois de l'observation participante, mais moins fréquente, l'observation participante, donc qui débouchait sur des notes de terrain, et on avait principalement un questionnaire qui visait à obtenir de l'information par rapport à leur historique personnel et musical, par rapport à leur engagement musical de façon générale et également par rapport au bien-être en lien avec la musique. Et notre but est d'arriver à documenter les deux cas qu'on va retenir à l'aide d'une approche qui est interdisciplinaire, donc à l'aide de lunettes parfois plus pédagogiques, parfois plus musicologiques, parfois plus par rapport à la psychologie de la musique et parfois plus ethnomusicologique. Et il y a en fait une des raisons qu'on a voulu s'associer avec le Brésil, bien évidemment c'est parce qu'il y avait un programme de subvention, mais aussi au-delà de ça, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour les deux pays de travailler en collaboration sur des projets comme ça. Donc peut-être pourriez nous présenter, nous expliquer les avantages pour le Brésil, Marco ou... Bien, bonjour à tous, parce que les gens puissent me voir du Brésil aussi. Bien, je voudrais tout d'abord vous remercier l'accueil ici avant de parler de ça, parce qu'on était très bien reçus ici. Tous les ans qu'on vient ici, on est très bien reçus. Cette année, il y avait une vague très forte de froid et vous êtes très inquiets pour nous, plus que nous. Francis a envoyé beaucoup de courriels, des autres professeurs et étudiants ici, nos collègues qui nous ont demandé si on voulait des vêtements chauds. Merci beaucoup pour cette inquiétude, pour ces amabilités vers nous. Mais c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Bien, quand on a commencé à discuter pour faire ce projet, on a vu quels sont les avantages qu'on pourrait avoir pour l'écouter du Québec et l'écouter du Brésil. Bien, je pense que tous les Brésiliens qui arrivent ici, ils sont entrent en état de choc. Parce que, waouh, c'est une super université, il y a des moyennes vraiment qu'on n'a pas là-bas. On a salle comme cette salle ici, tous les laboratoires, tous les moyennes scientifiques aussi. Aussi la structure d'enseignement, c'est différent. Il y a plusieurs cours qui nous intéressent beaucoup, cet apprentissage. C'est pour ça qu'on a mis les formations des chercheurs, savoir utiliser les logiciels, les équipements qui sont ici. Et aussi, vraiment, au Brésil, on a intérêt dans cette dernière année d'avoir une expérience internationale dans notre groupe de recherche, dans notre cycle supérieur. Le directeur de la CAPES, c'est l'institution qui a le financement, il est parlé que vraiment la dernière recherche qui a été faite, plus de 70% des chercheurs brésiliens ont jamais l'opportunité de sortir du pays pour travailler dans l'autre laboratoire à l'étranger. C'est fait, ça dificulte beaucoup nas relações internationales. Alors, ces projets, c'est facile à percevoir qu'on crée les liens. Je pense que c'est plus facile pour les jeunes doctorants qui vont devenir professeurs des universités avoir cette expérience internationale. Et je pense que pour les côtés du Canada, les avantages pour vous, c'est que là-bas au Brésil, comme on n'a pas la musique dans l'école, on commence à démarrer ça. On a dû s'appuyer dans les structures qui sont extrascolaires. Alors, ce sont des choses que, par exemple, vous ici, vous êtes ça, la musique est dans l'école. Alors, je pense que vous pouvez apprendre comment on se débrouille pour donner un cours de musique dans d'autres institutions qui ne sont pas les institutions faites pour faire la musique, mais qui ont là l'enseignement de la musique quand même. Et voilà, ces communautés, c'est investissement qu'il y en a dans les gouvernements, mais pas que le gouvernement, dans cette structure communautaire. J'ajouterais en fait qu'au Brésil, ils ont le problème en fait
l'éducation à la musique, en fait, les Brésiliens apprennent la musique souvent de façon plus informelle, moins formelle que nous, qu'on effectue ici. Et je pense que c'est un avantage pour nous de comprendre justement les approches que vous faites et qu'on pourrait parfois mieux intégrer ces approches-là parce qu'on se rend compte que les jeunes sont particulièrement engagés au Brésil dans l'apprentissage de musique, ce qui est plus complexe ici avec nos approches qui ont tendance à être trop formalisées. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce profil très rapide du projet? Est-ce que ça va? Je ne sais pas s'il y a des questions. OK. Donc, Marco, est-ce que tu veux présenter en fait de façon sommaire l'entrevue que tu as effectuée avec la directrice? Oui. Bien, j'ai pris quelques notes de cette entrevue, des choses plus intéressantes, et je pense que sont les choses très intéressantes pour les chercheurs qui travaillent sur les projets ou qui vont travailler sur les projets, surtout pour les chercheurs qui ne sont pas les Brésiliens, qui ne connaissent pas notre réalité là-bas. Alors, j'ai... Merci. Ok. Mais j'ai noté quelque chose, je vais parler soit ici. Bref, je vais parler un petit peu cette interview avec la Zoraya, qui c'est la directrice du programme de formation, elle qui chapeaute tous les cours qu'il y en a dans cette structure, c'est les KUKA, et on a voulu des choses qu'on savait déjà, mais il n'y a pas beaucoup des informations sur les sites, des informations plus précises, par exemple sur les approches philosophiques et les approches sociologiques de ces réseaux que c'est les KUKA. Bien les KUKA sont des structures rattachées à la mairie de Fortaleza, mais elles sont rattachées au secrétariat de la jeunesse. Ils ont une inquiétude pour la jeunesse très forte. Il faut dire que cette tranche d'âge, entre 15 ans et 29 ans à Fortaleza, c'était les tranches d'âge qui plus tuent et aussi qui plus mort dans la population. Alors, sont pour ça que cette inquiétude, l'année de 2004, avec la mairie de Fortaleza, avec la Université fédérale du Ceará, les laboratoires en sociologie, ils ont emprunté une recherche qui allait vers la population de cette tranche d'âge pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quels sont ses intérêts. Et du coup, ils ont fait cette grosse structure qui s'est basée plutôt sur les sports, qu'il y a des sports, de l'art, comme Francis a parlé, comme on a vu tout à l'heure. Mais ça, il y a une philosophie, une perspective, qui c'est une perspective de droit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette perspective de droit? Pour qui ne connaît pas, même les Brésiliens, il y a beaucoup de Brésiliens qui ne connaissent pas ce que je vais dire maintenant, mais c'est un problème historique qu'on rapporte pendant des années. On vient d'une société qui la grosse majorité de la population, il y a des racines avec des esclaves. On a eu plusieurs années d'esclavage jusqu'à 19e siècle. Et ces problèmes sociaux arrivent au 20e siècle encore dans la société. Par exemple, on a différemment ici du Canada, par exemple, on a une différence sociale très forte. On a une pyramide entre pas beaucoup de la population. Il y a des grandes moyennes et la majorité
il n'y a pas de grande moyenne. Il n'y a pas de moyenne. Alors, c'est pour ça qu'on a dû prendre des mesures, comme par exemple les quotas. À l'université publique, par exemple, il y a une partie des places qui sont destinées, par exemple, à les noirs ou les gens qui ont l'origine noire dans la famille. Justement parce que pour essayer de solutionner en partie ce grand problème. Alors c'est pour ça que cette perspective, si on a de la philosophie de Kuka, avoir cette perspective de ces droits, cette perspective que Soraya dit que c'est une perspective de droit, les jeunes ont droit à ça. Ce sont des choses qui, différemment aussi du Québec, il n'y a pas dans l'école, comme les sports, la musique, ça, c'est pas encore effectivement mis dans l'école. Voilà. L'autre chose qu'ils veulent construire aussi, qu'ils ont une critique très forte dans le système scolaire. Alors pour ces jeunes, ils ne veulent pas seulement qu'ils aient la technique des cours qui sont mises en place là-bas. Ils veulent aussi qu'ils aient une vision de la subjectivité. Ils ne veulent pas seulement apprendre à faire les choses, mais savoir pourquoi qu'on doit faire, comment on doit observer, faire une liaison avec leur situation et vers le monde. Aussi avoir les droits à la parole. Parce que beaucoup de ces jeunes qui viennent de cette communauté pauvre, ils ont un peu peur de parler. Et là, ils ont la philosophie de montrer aux jeunes qu'ils ont le droit de parler aussi. Et aussi donner la visibilité pour ces jeunes. Pas qu'ils s'y montrent, c'est pas ça, mais ils ont la philosophie que tout le monde a droit à avoir de la visibilité. Tous les jeunes ont le droit à s'y montrer et à avoir ses connaissances. Par exemple, ils sont très ouverts pour les transsexuels, pour les jeunes qui ont déjà eu des soucis judiciaires, par exemple, les jeunes qui sont dans les drogues, par exemple, dans le milieu du trafic de drogue, ils acceptent aussi, ils n'ont pas de contraintes avec ça, au contraire, ils veulent que ces gens qui, par exemple, qui sont dans la criminalité, soient dans les cas pour essayer d'avoir justement cette connaissance et avoir une vision plus ample et essayer de changer son avenir. Et du coup, changer l'avenir de la société. Voilà, elle a parlé un peu des défis, les défis plus graves qu'elle démontre, c'est la recherche de ressources financières pour les projets. Justement parce que le Brésil, il y a beaucoup de problèmes, ce ne sont pas seulement ces problèmes avec la jeunesse, il y a la santé, il y a l'éducation. Alors, c'est difficile pour eux avoir l'argent. Et justement, parce qu'ils vont justement au contraire de tous ces processus. Si les gens voulaient savoir plus sur ça, il y a un auteur très célèbre au Brésil, c'est Darcy Ribeiro. Il explique ça de façon plus détaillée. Mais le grand défi, c'est justement aller contre tous ces chemins historiques qui étaient développés. Et aussi la construction de nouvelles approches pédagogiques. Parce qu'elle a dit que c'est très important que les professeurs qui sont au sein du COCA il faut être des professeurs avec des différentes approches. C'est pour ça qu'elle parle de la choix des professeurs. Les professeurs qui ont là-bas, il faut avoir un diplôme supérieur dans les domaines qu'ils enseignent. Par exemple, la musique,
il faut être bachelor, il faut avoir les baccalauréats en musique, mais que ça. Il faut quelqu'un qui a des connaissances sur cette problématique historique et aussi les questions sociales du Brésil. Pour la musique, on a demandé si quels sont les résultats dans la musique, si elle peut parler quelque chose sur les activités musicales. Elle a dit que ça a commencé de façon timide quand le Cuca a commencé, parce que les jeunes n'imaginaient pas qu'ils pourraient apprendre vraiment la musique dans un projet d'un mois et demi, mais qui maintenant ça a beaucoup augmenté. Et il y a aussi la possibilité de professionnalisation de ce domaine, c'était intéressant. Et aussi, c'est important la musique parce qu'elle apprend les autres connaissances à travers la musique aussi. Par exemple, les projets qui parlent des femmes, des problématiques qu'on a là-bas, c'est très dur pour la femme. On a beaucoup de femmes battues, les problèmes du manque de respect vers la femme. Alors, il travaille, par exemple, la musique, ça peut donner la thématique, comme par exemple Elis Regina, qu'ils ont fait, c'est une chanteuse déjà décédée, mais c'est très important pour l'histoire de la musique brésilienne. Du coup, ils ont pu travailler avec ces autres problématiques-là. Et les défis qu'ils ont, c'est justement maintenir, elle a dit que c'est très difficile de maintenir les jeunes dans les projets de musique parce que ces jeunes, cette tranche d'âge-là, il faut travailler. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui a des abandons à cause de ça. La structure, il voulait beaucoup augmenter la structure, enseigner pas seulement la guitare, les chants, la batterie, mais aussi les instruments comme les violons, les instruments de cordes frottées, par exemple, comme nous avons reçu des Québécois ici du Cégep là-bas l'année dernière. Ils ont fait une masterclass, ils ont joué aussi l'orchestre ici du Cégep, Sainte-Foy. Ils viennent d'acheter ces instruments là-bas, alors mais c'est pas facile. Maintenant, c'est la recherche du professeur, c'est pas facile. Et aussi, comment aider dans la perspective de la vie professionnelle. Alors, ils commencent à avoir des cours sur comment on peut devenir professionnel, comment gérer la scène, être mettre en scène aussi. Sont des filles qui veulent... sont des choses qu'ils veulent faire pour s'en sortir de ces défis-là. Je pense que j'ai pu faire un résumé. Si vous voulez des autres questions, je pense que je peux répondre. Je pense que ça va du temps, Francis, je ne peux pas contrôler. Ouais. Vous avez des questions? Non? La philosophie ou les rapports sociologiques du Cuca? Non? C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je voulais remercier Francis pour nous accueillir une fois de plus ici. C'est toujours un plaisir d'être ici et de pouvoir interagir avec vous. Et donc aujourd'hui, moi je vais vous parler un petit peu de l'approche pédagogique des cours de musique au Cuca Bar. Et ceci à partir de l'entrevue qui a été faite avec le professeur Juvencio, qui est le professeur de ce Cuca. Alors, bon, je vais vous dire à peu près sa formation musicale pour qu'on situe un petit peu sa formation. Donc c'est un autodidacte, il a appris beaucoup à l'église avec ses collègues de l'église. Il a aussi fait des cours à l'université, il est formé en fait à l'université de l'État. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il est professeur dans 2 écoles de musique, dont le Cuca. Une c'est le Cuca et une autre école. Et il donne aussi des cours particuliers. Donc il y a eu plusieurs questions qui lui ont été posées. C'est le professeur Marco qui l'a interviewé. Et du coup, il lui a demandé quelle était sa motivation pour enseigner, par exemple. Alors de manière générale, il nous dit
il ressent du plaisir à enseigner la musique et qu'il aime voir des jeunes ou quelqu'un qui a envie d'apprendre et aime aider ces gens-là à justement apprendre et se développer dans la musique. Et il a ce qu'il nous parle beaucoup, et je vais y revenir plusieurs fois, vous allez voir, pendant cette entrevue, c'est le mot opportunité qui revient beaucoup. Parce qu'il dit dès le début que le KUKA, ça a été d'abord pour lui une opportunité de travail, ça il le dit très clairement, et qu'il veut montrer cela aux jeunes, les inciter et les intéresser à apprendre. Donc, il dit pourquoi ne pas enseigner si c'est vraiment une opportunité qu'il a eue et il veut montrer ça à ses étudiants. Donc pour lui, le KUKA, c'est un lieu qui gère des opportunités pour les jeunes. Et il rajoute, c'est lui qui le dit, une opportunité intéressante de travail. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un sous-emploi. Donc on peut comprendre dans ces paroles qu'il cherche à valoriser son propre travail, que cette volonté, qu'il a une grande volonté d'enseigner pour ces jeunes qui sont intéressés à apprendre la musique et leur montrer ce métier de professeur. Ça, on le ressent bien dans son discours que c'est important pour lui de montrer ce qu'est le métier de professeur de musique. Il définit, et ça j'ai trouvé ça intéressant, il définit son rôle au KUKA comme médiateur. Il n'aime pas le mot professeur. Ça lui va pas. Il trouve que c'est pas tout à fait ce qu'il fait. Il se voit plutôt comme un médiateur, quelqu'un qui fait le lien avec ces jeunes et avec la musique, et quelqu'un qui va guider ces jeunes vers la musique. Donc il le voit plutôt comme ça. Il le dit lui-même, de ce fait, mon rôle au KUKA est réellement orienté et dire aux jeunes, par ici ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour d'autres et ça fonctionnera sûrement pour toi. Donc c'est vraiment de donner une direction à ces jeunes. Il voit le KUKA comme lieu de vulnérabilité sociale, qui crée une opportunité pour que ces personnes sortent de cette vulnérabilité. Vous allez voir que c'est des mots qui vont revenir beaucoup dans ces propos, opportunité, vulnérabilité, ces mots-là vont revenir très très souvent. Et du coup, il fait une petite réflexion sur cette transmission de médiateurs pour ses étudiants. Il nous explique que les personnes qui viennent au KUKA, avec l'enseignement qu'elles y reçoivent dans le KUKA, elles peuvent avoir accès à une opportunité dans leur vie et ne pas suivre des chemins erronés. Pour resituer un petit peu, KUKA bar c'est ce qu'on appellerait ici une banlieue, et c'est un lieu qui n'est pas facile. C'est pas un lieu facile d'y vivre. Il y a beaucoup de violence. Après, j'y reviendrai, mais je pense que c'est important de comprendre ça. C'est que le professeur, il nous dit qu'il veut sortir, aider ces jeunes à se sortir de ce quotidien. Et ça aussi, ça va revenir tout le temps, vous allez voir. D'où aussi l'offre au KUKA de plusieurs activités, comme le théâtre, comme le professeur Francis et le professeur Marco nous ont montré. Les activités comme le théâtre, la danse, le sport, ça aussi ce professeur nous en parle, qui justement aide à éloigner ces jeunes des rues et de la violence, des drogues et de tout ça, tout ce qu'on peut voir dans les rues. Il nous dit que la musique est une possibilité supplémentaire, donc au théâtre, à la danse et tout ça. Alors on comprend que la démarche pédagogique du KUKA, à travers ces activités qui sont offertes, vise à enseigner des aspects principaux des disciplines présentées, mais pas uniquement. Le but principal du KUKA est vraiment d'éloigner ces jeunes des violences et parfois de la précarité dans lesquelles ils vivent, des violences qu'ils observent, dont ils peuvent aussi être les acteurs, comme la directrice nous l'a expliqué. Ils peuvent aussi être les victimes
de ces violences. Et tout ça, peut-être, je ne sais pas si c'est évité, mais ils peuvent en sortir par le biais du sport, des arts, de la culture, en fait de toutes ces activités qui sont proposées au KUKA. Le professeur nous dit, je le cite, « L'idée est de montrer en masse aux personnes que la vie existe, qu'il existe du travail, qu'il existe des opportunités en dehors de la banlieue et aussi dans la banlieue, qui peut les sortir de cette zone, que ces opportunités existent. » Donc comme je vous le disais, il insiste beaucoup là-dessus. Et on est ici dans une véritable démarche sociale, où vraiment le professeur, il se voit plus comme un médiateur, comme lui-même il se définit, comme un conseiller qui guide ces jeunes au travers de la musique pour que justement ils s'orientent vers une vie meilleure et pour qu'ils puissent voir ces opportunités et qu'ils y aient accès. Pour parler un petit peu plus des cours de musique, il nous dit qu'ils ont une durée limitée, c'est cours d'1 mois en fait. Il y a 1 mois de cours de musique et pendant 1 mois il y a 10 leçons de musique. Mais il y a certains étudiants en fait qui participent, déjà ça fait plus d'1 an, ils reviennent à ces cours, ils refont les modules et le professeur il nous dit que, je le cite, « Ces élèves commencent à grandir musicalement, commencent à réellement voir dans la musique une opportunité. » Vous voyez, ça revient. Et ces étudiants, il nous dit que parfois ils lui demandent « Professeur, je vois que je me débrouille bien, j'ai un ami qui joue dans un bar et il m'a appelé pour jouer de la guitare avec lui. Vous pensez que je peux y aller ?» Alors du coup, c'est vraiment intéressant de voir parce que ces jeunes, ils acquièrent une certaine confiance au cours des leçons. Ils se sentent plus en sécurité, ils se sentent capables d'aller jouer en dehors du contexte KUKA et en utilisant les connaissances qu'ils ont appris lors des leçons. Donc ça aussi c'est un point que je trouve intéressant à souligner dans les paroles de ce professeur, que justement le chemin qu'il essaie de tracer et ce qu'il veut, où il veut guider ces jeunes, et bien effectivement pour certains ça fonctionne. Il y en a certains qui déjà demandent au professeur « Ah, je peux aller jouer ailleurs, j'ai le niveau, professeur, je peux y aller. » Donc ça c'est vraiment bien de voir ces opportunités qui commencent à naître pour eux. Le professeur Marco a demandé à ce professeur qu'il parle un peu de sa conception sur comment être professeur au KUKA. Si sa vision d'être professeur a changé quand il est arrivé au KUKA. Ce qui est une question intéressante parce que comme on l'a remarqué, le KUKA c'est pas tout à fait une institution comme toutes les autres. Et le professeur Jouvet, il nous explique justement que l'on apprend à être professeur et pour cela on doit toujours s'adapter en fonction du lieu où on va enseigner. Il nous dit que pour le KUKA, l'adaptation a été totalement différente parce qu'il a accueilli tout type de personnes, comme la directrice nous l'expliquait tout à l'heure. Il a accueilli des transsexuels, des utilisateurs de drogue, des alcooliques et même des voleurs. Alors de ce fait, il nous explique que la conception du cours change totalement. Et il nous dit, je le cite, « Normalement, je commencerai comme ceci, mais si je fais comme ceci... » Bon, tu fais toute une prélecture de la salle. Donc, du coup, il avait certaines manières de commencer ses cours, mais il ne peut pas commencer comme il le ferait dans n'importe quelle autre école. Il faut qu'il analyse le public qu'il a en face de lui pour s'y adapter. Il dit lui-même qu'au début, il essaye de connaître les élèves, hein, de s'approcher, de voir et de comprendre ce qu'ils pensent pour pouvoir penser le contenu de son cours. Donc nous comprenons ici, quand il nous parle de cela, qu'il ne peut pas donc se permettre d'arriver en salle de classe comme ça, avec des préconçus et des choses préétablies, comme il l'aurait fait auparavant ou dans n'importe quelle école. Dans un lieu comme le KUKA, qui s'est implanté en banlieue, donc dans une zone de vulnérabilité, où l'intégration sociale est de mise, chaque élève arrive avec différents problèmes et le professeur médiateur, on va l'appeler comme ça, puisque lui il se voit plus comme un médiateur, le professeur médiateur, il doit s'adapter à ces situations et mener son cours en fonction de cela.
quand le professeur il nous dit j'essaie réellement de faire de chaque salle une salle unique, une salle spécifique. Là du coup je vais faire une petite parenthèse parce que là on comprend que dans cette salle il y a plusieurs étudiants qui étudient ensemble le même instrument ou plusieurs instruments. Du coup, il est important de souligner que les cours proposés par ce professeur sont basés sur la méthodologie de l'enseignement collectif, qui est un enseignement démocratique qui permet de réunir plusieurs étudiants d'âge, de niveau et d'instruments différents, ou parfois ce sont les mêmes instruments, ça dépend, faisant que les jeunes, alors ils apprennent non seulement avec le professeur médiateur, mais aussi entre eux. Donc il y a une interaction très très importante qui a lieu durant les cours. Le professeur, il mentionne cette interaction et lui-même, entre ces jeunes et avec lui-même lors de ces leçons collectives, démontrant que les étudiants deviennent plus ouverts pendant cette période de cours. Le répertoire également utilisé par ce professeur est orienté en fonction des goûts et des préférences de ses étudiants. Ça aussi, ça peut être inclus dans la méthodologie de l'enseignement collectif, ça peut en faire partie. Il se montre beaucoup à leur écoute, mais il essaie aussi de leur montrer qu'il n'existe pas de mauvaise musique. La phrase qu'il utilise à ce sujet, qu'il répète beaucoup, que j'ai trouvé intéressante, qu'il dit lui-même à ses étudiants, c'est « Il n'existe pas de mauvaise musique, ce qui est mauvais, c'est ce que l'on peut faire avec cette musique. » Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a quand même certains préconçus que l'on peut voir au Brésil, certains étudiants qui disent, par exemple, non, la musique classique, j'aime pas ça, mais en fait, ils vont pas forcément savoir ce que c'est, mais non, j'aime pas ça. Ah non, le funk, ah non, je veux pas en jouer. Ah, le foro, ah non, c'est un truc de vieux, je veux pas en jouer. Bon, et donc il essaie de montrer non, ou non, c'est pas de la bonne musique, que ça n'existe pas, ce concept de bonne ou mauvaise musique. Donc c'est ça qu'il essaie aussi de leur montrer. Un autre point important aussi, c'est que le professeur il mentionne que il voit la musique comme un refuge et une diversion qui pour lui fait office de refuge, cette diversion. Il dit avoir déjà eu le cas d'étudiants dont le père boit et bat la mère, ou avec d'autres genres de problèmes, des problèmes de ce type aussi, qui lui envoyaient des messages pour lui expliquer la situation, ce qui se passait à la maison, et l'étudiant ajoutait, donc ça il nous le dit. Même si je ne viens pas en cours, je pratique les musiques à la maison et ça me sort de ce contexte dans lequel je vis. Ça c'est l'étudiant qui le dit. Donc ce professeur il fait vraiment tout son possible, c'est ce qu'on ressent dans ses paroles, pour se rapprocher de ses étudiants et être considéré comme leur ami au moment du cours. Ça c'est aussi important. Il mentionne l'utilisation de WhatsApp, qu'on utilise beaucoup au Brésil. Je ne sais pas si au Canada c'est beaucoup utilisé, mais au Brésil on l'utilise quand même beaucoup pour maintenir le contact avec les étudiants durant la période des cours. Et aussi après, il nous dit aussi qu'il garde le contact après, une fois qu'ils sont sortis du COCA. On a vu un petit peu plus haut que certains étudiants, au bout d'un moment de pratique, ils commencent à avoir des opportunités pour jouer en dehors du COCA, pour commencer peut-être même à gagner un petit peu leur vie avec ça. Et dans ce cas, la simple perspective de diversion, comme nous dit le professeur, elle commence à changer. Et elle se transforme en une perspective d'opportunité professionnelle, ce qui est quand même un point important à souligner ici. Le professeur nous parle beaucoup de préconçus, aussi de jugement par rapport au répertoire, comme je vous ai déjà un petit peu dit, mais aussi par rapport aux étudiants qui procurent les cours de musique au COCA. Il dit ne pas avoir de jugement. Il conseille aussi, si un professeur veut être professeur au COCA, il ne faut pas qu'il ait ce type de jugement, sinon il ne pourra jamais être professeur là-bas. Il faut qu'il soit assez ouvert pour accepter tout le monde, mais vraiment tout le monde. Il dit que c'est certainement une des clés, le fait de ne pas avoir ce jugement, que c'est une des clés importantes pour travailler et bien s'entendre avec les jeunes du COCA.
Donc on comprend que la tolérance est de mise dans ce genre d'institution et qu'il est primordial qu'une confiance s'installe entre le professeur et ses élèves pour que ceux-ci se sentent à l'aise lors des leçons et se sentent valorisés dans leur pratique. Parmi les points forts et les défis que le professeur mentionne, il souligne les incroyables capacités musicales de certains étudiants et de l'opportunité qu'ils ont d'avoir accès gratuitement aux infrastructures nécessaires pour pratiquer la musique, genre les instruments, matériel sonore, professeurs, salle de classe, tout ça. Le point négatif au milieu de ce beau tableau serait, pour lui, dans sa perspective, la vulnérabilité de certains de ces jeunes, parce que certains vont abandonner les cours pour trouver un emploi. Pour trouver un emploi, parce qu'à la maison, le papa a trop bu, maintenant il ne peut plus travailler, et c'est la maman qui doit s'occuper des frères et sœurs, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille. Donc par exemple, il arrive ce genre de choses. Ou parce qu'ils font partie d'un clan, et que ce clan, il ne les autorise pas à se rendre au cours, par exemple. Donc, il y a des points négatifs qui peuvent être une entrave au bon fonctionnement des cours. Le défi, donc, serait de réussir à maintenir ces jeunes à la KUKA pour ne pas qu'ils dévient du chemin et des opportunités auxquelles ils peuvent avoir accès, comme le professeur nous a montré. Donc, après cette brève présentation des réponses du professeur, on peut voir à quel point son engagement professionnel, humain et social est important dans une institution comme le KUKA. Et quand j'ai écrit ça, je me suis souvenue de Charles Aznavour qui nous disait dans une de ses chansons qu'il lui semblait que la misère serait moins pénible au soleil. Eh bien, dans la région du Ceará, au Brésil, dans une région avoisinant à peu près les 30 degrés toute l'année, la chaleur se trouve dans ces institutions, comme le KUKA. C'est en tout cas moi ce que j'ai compris quand j'ai vu tout ça. Des institutions fréquentées par des jeunes exposés quotidiennement à la misère et à la violence, où des opportunités pour grandir et sortir de ces situations de vulnérabilité sont offertes, contribuant à leur procurer du bien-être et à leur donner accès à des activités les éloignant de leur quotidien, parfois bien difficile. Donc voilà, c'est un peu ma vision, la vision que j'ai eue de cette entrevue avec ce professeur. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Mesmo no Brasil, se tem perguntas, eu estou à disposição. São tímidos no Brasil. Não, eles estão entendendo tudo. Eles ont tout compris aussi. Alors je vais poursuivre, ça fonctionne, je vais poursuivre un peu avec le travail qu'on a effectué cette semaine, en fait principalement mardi et mercredi avec les étudiants qui travaillent sur le projet. Et comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est un peu un exercice préliminaire pour voir comment on va analyser les données qu'on a récoltées au Brésil et qu'on va débuter à récolter au Québec très bientôt. Et donc, je vais présenter le cas Jonathan, qui est un des participants à la KUKA. J'aimerais avant tout spécifier qu'on avait obtenu l'autorisation éthique auprès de Jonathan pour qu'il soit identifié lors de la diffusion de nos résultats. Donc, habituellement, en fait, quand on diffuse les résultats, on n'est pas autorisé à ce que les participants soient identifiés, mais dans son cas, on avait obtenu l'autorisation éthique pour ça. Donc, en fait, on a fait une analyse des données très brièvement. Donc, on a commencé par faire une analyse thématique des données qui ont été récoltées lors de l'entrevue auprès de l'ensemble de nos participants brésiliens. Et dans notre analyse, on s'est concentré essentiellement sur les réponses offertes par Jonathan, mais on va évidemment analyser l'ensemble des réponses données par tous les participants qui ont participé à l'entrevue.
Et après, on a croisé les résultats de cette analyse thématique avec d'autres données qu'on avait récoltées. Donc, on avait récolté à partir d'un questionnaire où on avait de l'information par rapport à leur historique personnel et musical, par rapport à leur engagement musical et également par rapport à leur bien-être en lien avec la musique. Également avec certaines notes de terrain et observation des cours de musique que l'on avait. Et on a essayé de faire une analyse narrative de ces diverses données-là qu'on présente en fait un peu sous la forme d'une histoire, donc qui serait l'histoire de Jonathan aujourd'hui, mais éventuellement ce sera l'histoire du cas pour cas. Donc, juste pour contextualiser un petit peu qui est Jonathan, en fait, Jonathan c'est un chanteur de 22 ans qui fait de la musique depuis moins d'1 an. Il possède l'équivalent d'un diplôme collégial général. C'est ce que j'ai compris, en fait, du diplôme, ce qu'il avait indiqué. Et ses parents n'avaient pas complété, en fait, l'équivalent de l'école primaire. Donc, ça situait un petit peu le milieu éducatif de ses parents dans lequel il vit. Voilà, il joue de la musique, en fait, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et le plus souvent, quand il fait de la musique, il fait de la musique avec ses amis, mais jamais en famille. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de gens qui ont des intérêts communs aux siens, avec lesquels il fait de la musique. Il chante principalement seul ou au sein de groupes musicaux. Et il écoute très fréquemment de la musique, donc plusieurs fois par jour, il va écouter de la musique. Il utilise aussi parfois les technologies ou se rendre sur des sites internet comme YouTube pour effectuer des apprentissages plus de façon autonome par le biais de tutoriels. Donc, souvent, ils vont chercher un complément d'information par les tutoriels pour se former à la musique, et c'est le cas de Jonathan. Donc, je vais juste diffuser un extrait musical là, qui présente bien Jonathan et qui était enregistré lors des rencontres qu'on a filmées. Ça vous donne quand même une bonne idée de qui est Jonathan comme musicien. Alors, on essaie de voir en fait quelle était l'importance de la vie, de la musique dans la vie de Jonathan. En fait, ça ressortait des données qu'on a récoltées. Il nous disait en fait que la musique s'avère un aspect très important de sa vie et qu'il veut en fait devenir musicien, et que ce serait très difficile pour lui en fait, d'arrêter de faire de la musique.
Et ses activités musicales, également, la KUKA lui donne une opportunité pour se réaliser comme musicien. Il nous disait à ce propos-là, je veux devenir musicien, un chanteur. Ici, c'est une opportunité très grande d'être ici et à apprendre chaque fois plus sur la musique. Et de plus, il considère que ça vaut la peine d'abandonner certaines activités pour avoir plus de temps pour faire de la musique et donc de faire des efforts pour apprendre à jouer de la musique. Donc pour lui, la musique est vraiment au centre de ses intérêts et on peut quand même déjà bien le percevoir dans l'extrait vidéo que la musique est très importante pour lui. Quand on lui demande en fait de se percevoir comme musicien, il considère qu'il est un très bon musicien, puis il considère également que la musique lui permet de relever des défis. Il lui permet également d'être créatif et d'exprimer ses propres idées. Ça ressortait assez clairement des données récoltées à partir des questionnaires. C'est peut-être également ce qui explique le fait que la musique lui procure un sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose qui revenait régulièrement aussi dans ses commentaires. Et de plus pour lui, faire de la musique lui permet d'entrer en relation avec d'autres personnes et puis de vivre un sentiment d'appartenance à un groupe de personnes qui ont des intérêts similaires aux siens. Donc, tous ces éléments-là font que la musique devient très importante dans sa vie. On essaie de voir également le rôle de la musique sur son bien-être et on a vu en fait que ça avait plusieurs aspects positifs dans sa vie. Donc, de façon générale, la musique lui procure vraiment un sentiment de bonheur et de plaisir. Et ce sentiment de bien-être-là se manifeste également par des activités musicales qu'il réalise à la KUKA. Alors, par exemple, il nous a dit « Je me sens aussi très heureux de faire quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'aime la musique et pour moi, c'est beaucoup de plaisir d'être ici et apprendre apprendre plus et plus de musique. » On a vu aussi également que la musique l'aide dans d'autres aspects de sa vie, comme par exemple à mieux gérer son stress ou des situations qu'il considère frustrantes. La musique l'aide également à se sentir moins seul, moins isolé. Alors ça fait un lien avec ce qu'il nous a dit précédemment. Et de plus, ces activités qu'il fait à la KUKA l'aident à surmonter certaines difficultés personnelles. Alors par exemple, il nous a dit « J'ai toujours été une personne très timide et je suis entré ici à la KUKA pour essayer de vaincre cette timidité, pour me présenter en public, de parler en public et pour moi, ça me procure beaucoup d'assurance. » Alors ici, il est important de souligner l'approche un peu pédagogique des KUKA. En fait, les KUKA vont favoriser la réalisation de prestations musicales très rapidement. Donc, à la fin d'un projet, ils vont se produire déjà en public. Et le fait qu'ils sont amenés à le faire régulièrement, ben, ça lui procure cette assurance-là, en fait, qu'il est allé chercher par le biais des projets à la KUKA. Donc, ensuite, on a vu, par rapport aux données qu'on a analysées, qu'il y avait un lien entre les activités musicales qu'il réalise à la KUKA et ses relations interpersonnelles avec les autres personnes avec qui il interagit au sein des KUKA. Donc, en fait, sa vie musicale l'aide à sentir qu'il fait partie d'un groupe de personnes qui ont des intérêts communs, donc d'alimenter son sentiment d'appartenance avec ceux qui l'entourent. Et puis les activités musicales qu'il réalise à KUKA l'aident beaucoup dans ce sens-là. D'abord, il nous a dit qu'on connaît plusieurs personnes, on fait des amitiés, on crée des liens parce que nous sommes ensemble plus ou moins pendant un mois ou deux à chaque module, ce qui est bon pour connaître d'autres personnes. Et ensuite, il ajoute que malgré les horaires compliqués ou respectifs des participants, de chacun des participants qui font des activités musicales à la KUKA, et que ça ne leur permet pas en fait de se rencontrer la plupart du temps en dehors des KUKA, mais ce qu'ils font pour arriver à créer ces liens-là, c'est qu'ils se rencontrent parfois avant, ou ils se rencontrent après les activités musicales et qui poursuivent leurs échanges ensuite par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de WhatsApp, là, comme nous expliquait un petit peu plus tôt Adeline.
Et puis, il y a le mot opportunité, hein, Adeline l'a mentionné tout à l'heure, donc ce mot-là aussi revient assez fréquemment, enfin à quelques reprises, avec Jonathan. Juste pour contextualiser, pour bien comprendre, en fait, le réseau des KUCA offre plusieurs opportunités aux jeunes qui les accueillent. Par exemple, pour la musique, les cours sont offerts gratuitement. De même que l'ensemble des infrastructures pour faire la musique, dont les instruments, donc ils ont accès à des instruments, ils ont accès à des studios de musique, ils ont accès également à des locaux pour pouvoir faire de la musique. Puis, il est aussi important ici de préciser que l'éducation à la musique au Brésil est encore peu accessible dans le milieu scolaire, en tout cas comparativement à ce qu'on peut avoir ici. Alors, par conséquent, les jeunes qui sont intéressés par l'apprentissage de la musique, qui ne peuvent pas se payer de leçons de musique, ils vont parfois s'inscrire à des projets sociaux, comme le fait le réseau des KUCA, pour avoir l'opportunité de faire de la musique. Donc, et c'est d'ailleurs le cas de Jonathan qui considère que la KUCA lui procure diverses opportunités pour son développement musical. Il nous dit c'est une grande opportunité d'apprendre non seulement avec un professeur, mais aussi avec chacun qui est ici. Donc, on retrouve en fait l'apprentissage par les pairs. Alors, parce que je crois que tout le monde a quelque chose à enseigner à quelqu'un, et nous avons la disponibilité des instruments, de l'équipement sonore, de l'espace pour se produire, et je trouve ça très important parce que la théorie ne sert à rien sans la pratique. Donc, cette infrastructure-là dans laquelle ils font de la musique, ils le considèrent vraiment comme une opportunité, une chance de pouvoir le faire et de le faire par le biais d'un projet social. Alors, c'était à peu près ça qu'on a pu analyser cette semaine par rapport à Jonathan. Donc, si on veut résumer ce qui ressort de nos entretiens, de notre entretien avec lui, c'est que ce soit la pratique de la musique ou les activités qu'il réalise à la KUCA, mais ça a des effets sur son bien-être personnel. Donc, en fait, ressentir des émotions de plaisir, de bonheur. Ça a également des effets sur ses aspirations professionnelles, parce que la KUCA l'aide à aller dans cette direction-là, les activités qu'il fait. Donc, il y a vraiment des aspirations professionnelles et la KUCA l'aide à aller dans cette direction-là. Et également, le fait de faire de la musique et des activités musicales à la KUCA l'amène à entretenir des relations interpersonnelles avec les autres, que ce soit au sein de la KUCA, mais également à l'extérieur des murs de la KUCA. Donc, c'est un peu ça qu'on a pu observer chez Jonathan. Maintenant, on va poursuivre l'analyse avec l'ensemble des données qu'on a par rapport aux entrevues, l'ensemble des données que vous avez présentées avec la directrice, etc. Et les autres données qu'on a, enfin, on a une somme de données quand même très importante. On va essayer ensuite de les exemplifier avec des exemples vidéo qu'on a par rapport aux leçons, qui feront ensuite partie de notre publication. Maintenant, la suite du projet, c'est de poursuivre l'analyse narrative sur l'ensemble des données qu'on a récoltées au Brésil jusqu'à maintenant. Et ça, on va faire ça avec les étudiants brésiliens qui viennent d'arriver. On va se faire aider aussi probablement avec quelques étudiants québécois, mais comme les données sont en portugais, on a vraiment besoin des portugais pour être capable d'analyser ces données-là. On va commencer la récolte des données avec le cas à Québec en Plisson à partir de la mi-novembre. Et puis, on va essayer de rédiger un livre, en fait, sur l'ensemble du projet, donc tant Québec-Brésil. Et on veut également produire un reportage télévisuel sur le projet. Donc, au Brésil, ils ont déjà commencé à y travailler. Donc, on va essayer d'avoir l'équivalent ici. Et notre but dans ce livre-là est vraiment d'arriver à documenter ces cas à partir des approches pédagogiques, musicologiques, dans la perspective musicologique, mais également psychologie de la musique et musicologie. Donc, ce qu'on voudrait essayer de faire idéalement, c'est que les étudiants qui ont participé au projet écrivent sous la collaboration et sous la supervision des différents chercheurs qui travaillent sur le projet, chacun des chapitres, parce que je pense que ça peut être une excellente opportunité pour eux d'apprendre ce type de rédaction-là. Et nous, on sera là pour les superviser aux différentes étapes. Donc là, on est dans le processus. Donc, la semaine de travail qu'on a fait cette semaine visait vraiment à nous pousser à commencer l'analyse des données et déjà de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de du cas qu'on est en train d'étudier. Alors voilà, à peu près tout. On va poursuivre maintenant, à moins qu'il y ait des questions. Je pense que ça va. Donc,
puisque des questions, ça va, avec Meira, qui va nous témoigner en fait de son expérience là-bas, qui est allée passer quelques mois au Brésil. Et puis, Thomas, si tu veux partager des choses supplémentaires. Est-ce que tu as besoin de te pencher? Oui. OK. Est-ce que tu as besoin du son? Oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, oui, je vais vous présenter un peu un bilan de mon expérience au Brésil. Je suis partie de fin avril à la fin septembre, donc 5 mois. Je vais séparer ça, là, je vais vous parler tout d'abord du volet académique, du volet professionnel, puis ensuite du volet personnel. Ça va être quand même une présentation un peu informelle. Je vais vous présenter en fin de présentation un extrait d'un concert qu'on a fait avec les jeunes de la KUKA. Donc, tout d'abord, pour ce qui est du volet académique, je voulais vous parler un peu plus de mon rôle de chercheur à la KUKA, qu'est-ce que j'ai fait sur place. Tout d'abord, plus généralement, le rôle des étudiants canadiens, c'était, dans un premier temps, c'était de prendre des notes de terrain, de faire de l'observation lors des 2 cours de musique par semaine, qui étaient d'une durée de 3 heures à chaque fois. On prenait des notes de terrain à ce moment-là, mais on faisait aussi de l'observation participante. Donc, c'est-à-dire, on jouait de la musique avec eux, peut-être pas les premiers cours, mais de plus en plus, plus on comprenait ce qui se passait dans le cours, parce que, bon, on ne parlait pas vraiment portugais au début, plus on était capable de s'intégrer au cours, jouer de la musique avec les jeunes, de manière à plus seulement être vu comme chercheur, mais aussi comme participant au cours avec eux, pour que justement les jeunes puissent ensuite parler avec nous plus librement, puis se sentent peut-être moins intimidés par notre présence. Tout ça aussi se faisait évidemment dans le respect des compétences de tout le monde, donc respect du déroulement du cours, de ne pas non plus imposer son avis si on voyait quelque chose ne fonctionnait pas nécessairement comme on voulait dans le cours. On laissait ça aller, c'était pas de notre ressort. En laissant les jeunes aussi choisir par exemple le répertoire qu'ils veulent jouer, donc on laissait la place aux jeunes pour ça. Ça, c'était pour l'ensemble des étudiants canadiens. Moi, mon rôle plus spécifique en tant qu'étudiante en musicologie, donc c'était d'observer les répertoires qui étaient sélectionnés par le professeur, par les jeunes, en lien avec le style de musique qui était préconisé, la période de musique aussi dans laquelle les jeunes se dirigeaient principalement. Donc, je me suis rendu compte principalement que les jeunes se dirigeaient beaucoup vers la musique populaire brésilienne, donc rock, pop, un style, un genre musical qu'on ne connaît pas du tout là, en Amérique du Nord, parce que c'est une musique qui est souvent destinée à un auditoire brésilien. Donc, moi, c'était quelque chose de complètement différent pour moi. Il y avait un petit peu de musique traditionnelle, un peu de forró, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, quand même aussi un peu de musique américaine. C'était quand même aussi de la musique qui était assez récente, ce que je me suis rendu compte pour la musique américaine, la musique brésilienne assez récente, un peu de musique des années 80, des groupes cultes brésiliens que les jeunes voulaient jouer également. Une autre chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai observé aussi de quelle manière, les jeunes, le professeur, donc parlaient du répertoire, parlaient de la musique pour essayer de comprendre c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leur manière de considérer ce répertoire-là, ou d'en considérer un plus qu'un autre. Et bon, c'est sûr que le but du professeur, un peu, c'était d'accrocher les jeunes à la musique. Donc, c'est certain les jeunes se dirigeaient beaucoup vers la musique qu'ils écoutaient, vers la musique qu'ils aimaient, donc vers la musique pop, la musique rock. Ça ne voulait pas dire non plus d'exclure tous les autres genres ou styles musicaux. Par exemple, un élément que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que dès un des premiers cours, le professeur a fait écouter plein de genres musicaux aux jeunes. Ça allait du jazz à la musique métal, pour essayer de leur faire comprendre qu'il n'y a pas juste un style de musique, il y a plein de genres musicaux, il y a beaucoup de diversité, puis la musique n'a pas juste pour fonction de danser. Elle peut avoir plusieurs types de fonctions. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Là. Ça montrait une très grande ouverture, puis peut-être même une plus grande ouverture que qu'est-ce qu'on apprend nous-mêmes au cégep en musique. Quand on se fait juste parler de musique classique ou de musique jazz, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'observais aussi comment l'apprentissage et les échanges entre les jeunes se faisaient en classe. Donc,
J'ai vu, cette partie-là a été aussi observée par les gens en éducation. Donc, on a vu que c'était un apprentissage qui était, on peut dire, partiellement formel. Donc, le professeur donne quelques notions au début du cours, montre des accords, montre un peu les notes. Puis après ça, les jeunes apprennent à leur rythme, sans pression. Ils apprennent un avec les autres aussi. On voyait un certain emploi de la technologie aussi. Les chanteurs utilisaient beaucoup Internet pour voir les paroles. Les jeunes jouaient beaucoup avec les trames sonores pour les premières fois, pour comprendre comment la chanson se déroule. Puis c'est sûr aussi que j'ai dû aussi, en tant que chercheur, m'immerger dans la réalité culturelle, sociale, économique du Sierra pour mieux comprendre certains comportements ou attitudes des jeunes durant le cours. Donc, parler avec les jeunes, apprendre à connaître ce qu'ils aiment comme musique, pourquoi ils aiment ce genre de musique-là, comprendre leur milieu, leur réalité, comment la musique les aide. Donc ça, c'est un peu tout ce que j'ai fait. C'est sûr aussi qu'en faisant ce projet-là, ça m'a permis à me former dans une pratique interdisciplinaire, interculturelle. Pour ce qui est de l'interdisciplinarité, j'avais peut-être une espèce de préconception par rapport justement à l'éducation musicale, à la musicologie, à la psychologie. Je voyais ça comme très... comme si ça évoluait de manière parallèle, comme on a tous le même objet d'étude, mais on étudie chacun dans notre coin. C'est un peu ça que je voyais pas par rapport au projet, mais en général. Mais là, j'ai vraiment vu que dans ce cas-ci, toutes les personnes, chacun des intervenants avait une lunette différente pour observer le même sujet, puis c'était vraiment intéressant que toutes les données se combinent ensemble pour nourrir le sujet de différentes manières. Donc ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Par rapport aux pratiques interculturelles, ce que j'ai retenu, c'est quand on est sur un terrain qui n'est pas le nôtre, dans une autre culture, c'est très important de respecter les méthodes, les pratiques, comment eux fonctionnent. Parce que nous, il y a des données qu'on ne connaît pas, donc il faut laisser aller. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Ça demande donc aussi un certain laisser-aller. On ne maîtrise pas la langue, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas, des subtilités qui nous échappent. Donc ça prend une flexibilité. Donc, comme je dis, on ne connaît pas les contraintes du milieu, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. C'est une belle opportunité aussi pour apprendre d'autres manières de faire, puis aussi pour partager nos propres manières de travailler, donc c'est un échange qui est très riche. Donc ça, c'était pour mon volet plus académique. Bon, pour ce qui est du volet professionnel, le projet permet aussi de former des chercheurs pour travailler dans des réalités socioculturelles de deux pays, de communautés différentes, de contextes sociaux différents. Donc, c'est sûr que quand on arrive au Brésil, au Sierra, on se retrouve dans une réalité socio-économique complètement différente de la nôtre. Ça prend un certain temps pour s'habituer. La pauvreté est plus importante, on le voit tout de suite en sortant de l'avion. C'est là, c'est comme ça, c'est la réalité. On réalise peu à peu aussi que ça va avoir des impacts très importants, juste même pour les jeunes qui vont à l'université. Donc, on sent qu'ils ont l'air d'avoir moins d'opportunités. Les jeunes qui vont à l'université, ils semblent avoir moins de possibilités pour sortir du pays que, mettons, les étudiants canadiens. Et donc, c'est ça qui fait qu'un projet comme celui du Brésil, de l'échange qu'on fait entre le Canada et le Brésil, c'est ça qui fait que ce projet-là est d'autant plus important pour eux, parce que ça leur donne vraiment beaucoup de chances de pouvoir sortir. On se rend compte aussi que les ressources sont différentes. Donc, il n'y a pas nécessairement d'instruments de musique, il n'y a pas nécessairement de disponibilité pour pratiquer la musique. Ça va de soi pour nous. Pour eux, c'est différent. Des trucs plus concrets, des fois, je n'avais pas d'accès à une imprimante facilement. Par contre, malgré ça, j'ai toujours été en mesure de livrer le travail que j'étais censée faire dans les temps impartis. On apprend à travailler avec ce qu'on a, avec plus de souplesse. On diversifie nos méthodes de travail. Puis j'ai toujours reçu l'aide dont j'avais besoin pour faire tout ce que j'avais besoin de faire. Donc, on apprend à travailler. C'est comme je disais, ça permet aussi de réaliser l'importance d'un tel projet pour les étudiants brésiliens. Ça permet aussi de réaliser comment, au Canada, on a des opportunités différentes. C'est important. Aussi, on se rend compte aussi qu'on est dans une réalité culturelle différente. Nous, on est habitués de travailler d'une manière nord-américaine, si je peux dire. On a des réflexes nord-américains.
malgré toute la préparation que j'ai mis pour partir au Brésil, et j'en ai fait de la préparation. J'ai pris des cours de portugais, j'ai lu sur le pays, j'ai parlé avec des Brésiliens qui étaient au Québec. Ça m'a pris à peu près 2 mois pour me sentir à l'aise en portugais, environ. Puis ça, c'est quelque chose, en tant que Nord-Américain, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué d'aller dans un autre pays et pas se faire comprendre. Ça, c'est... Habituellement, on a l'anglais, on a le français, parfait. On va se faire comprendre partout. C'est pas vrai. Je m'en suis rendu compte, ça a été... c'est particulier de se rendre compte que ça marche pas comme ça là-bas. Donc, ça m'a motivé énormément à apprendre la langue. Ça m'a amené aussi à me rendre compte à quel point on est chanceux de pouvoir apprendre une deuxième langue, parce qu'au Brésil, ben, ils peuvent apprendre l'anglais, mais pas nécessairement. C'est pas offert à tout le monde, c'est plus complexe. Ben, en fait, malgré la frontière de la langue, on a été aidés dès le départ par les participants du projet, même si on avait de la misère à se comprendre, ils ont toujours été très, très compréhensifs. Ils voulaient être sûrs qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait. On se rend compte aussi que les manières de travailler sont différentes. Donc, on peut dire que les Nord-Américains vont miser énormément sur la rapidité. Au Brésil, ben, ce facteur-là n'est pas tout à fait, c'est pas pris en compte de la même manière. C'est-à-dire que la relation avec le temps n'est pas la même. Les cours ne vont pas nécessairement commencer à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose au Québec ou au Canada, c'est pas nécessairement pareil. Nous, c'est super important que ça soit super ponctuel. Au Brésil, c'est différent. Bon. Ça prend peut-être des fois plus de patience, ça t'amène à être résilient par rapport à certains éléments. Donc, ça fonctionne de manière différente, il faut s'adapter. Ensuite, évidemment, participer au projet, ça m'a amené, ça l'entraîne des formations entre professionnels, ça l'entraîne la création d'un réseau académique international. Donc, ça m'a permis évidemment de tisser des liens avec d'autres chercheurs, de planifier des projets avec ces chercheurs-là. Comme là, il y a un projet de faire un livre par rapport à cette expérience-là, cet échange-là, le projet du Québec et du Brésil. Donc, je vais être amenée à retravailler avec ces personnes-là. Donc, c'est mutuellement formateur parce qu'on apprend d'autres manières de travailler, on développe nos compétences d'une autre manière. Parfait. Finalement, le volet personnel. Donc, pourquoi j'ai décidé de participer à ce projet-là? Ben, en fait, je n'avais jamais vécu à l'étranger pendant longtemps. Le plus loin que j'avais été, c'était 5 semaines. J'étais allée apprendre l'anglais 5 semaines en Ontario quand j'étais au cégep, donc 19 ans, je pense. Mais partir 5 mois, j'avais jamais fait ça. Et donc, je me disais, bon, ça serait le moment de l'essayer. J'ai le temps, j'ai le financement, faut le faire. Ça me permettait aussi de me challenger un petit peu. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est possible? C'est long, 5 mois? Puis aussi, ça me permettait de diversifier mes expériences sur le CV. Moi, en tant que musicologue, j'ai travaillé sur la musique métal depuis très longtemps et c'est bien à un moment donné aussi de sortir de ça puis voir d'autres choses. Qu'est-ce que je suis capable de faire aussi, à part travailler dans ça? Donc, c'est ça que ça m'a permis de faire. Évidemment, j'ai adoré mon expérience. Je souhaite revenir, continuer le projet pour l'été prochain. Et en fait, j'ai fait un petit décompte des points positifs et négatifs pour le plaisir. Puis c'est vraiment léger, hein, parce que si ça avait vraiment été négatif, cette expérience-là, j'aurais pas voulu revenir. Bon, faut pas prendre ça là, très sérieusement. Là. Point négatif. Bon, là, ici, on me voit avec, c'est marqué 23 degrés en haut. Ça, c'est la température la plus froide qu'il a fait. Il fallait le prendre en photo. Parce qu'il faisait jamais en bas de 23. Bon. Point négatif, la chaleur. Ça paraît un peu plus spécial de dire ça en plein hiver, mais quand il fait chaud, il fait chaud. Et ça l'arrête pas, c'est chaud. En tout cas, c'était vraiment particulier. La langue, évidemment, ben, c'est pas évident de se faire comprendre. On trouve ça très difficile au début. La résilience, comme je l'ai dit un peu plus tôt, apprendre à la flexibilité du temps au Brésil, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais habituée. Les plans changent beaucoup. Donc, toujours avoir en tête que c'est pas grave, faut être résilient. Alors, j'ai marqué les bibites. Ça, c'était plus pour Sobral. Hein? Parce que il y en a beaucoup, puis ils m'aimaient beaucoup. Donc, ça, c'était particulier aussi. La criminalité, moi, j'en ai pas vécu. Je veux dire, je me suis pas fait voler rien, je me suis pas fait mais on se trouve au Brésil, il faut jamais l'oublier. Nous autres, on est habitués au Canada
en tout cas à Québec ou même à Montréal, de se promener n'importe où dans la ville à n'importe quelle heure, ça sera jamais dangereux. Mais c'est toujours être dans la... comprendre que là, on n'est pas à la même place. Il faut toujours garder une espèce de petit qui-vive. Il faut toujours être un peu sur le qui-vive. Donc ça, c'est un peu un élément négatif, si on peut dire, là. Puis finalement, ben, c'est sûr qu'être loin de sa famille, de ses amis du Québec, ça, c'est pas évident des fois, là, mais bon, ça c'est quand même bien. Je me suis fait des amis au Brésil, donc c'est ça. Ensuite, les points positifs. La chaleur. C'est positif et c'est négatif. Là, la chaleur, c'est extraordinaire, en fait, aussi. Là. Évidemment, la plage, hein, on voit en arrière là, la plage de Fortaleza. C'est extraordinaire aussi parce qu'on n'a pas ça au Québec. C'est une belle richesse que vous avez à Fortaleza, au Brésil. C'est extraordinaire. Les relations humaines enrichissantes. Donc, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Tout le monde a été vraiment gentil, vraiment accueillant. C'était vraiment... Juste pour ça, ça vaut la peine d'y retourner. C'est un point extraordinaire. J'ai eu aussi beaucoup de temps pour travailler sur ma thèse, donc pour ceux-là qui considèrent de venir au Brésil, c'est pas juste de la plage et de la chaleur, c'est du temps pour travailler aussi sur ses propres projets. Donc ça c'est bien aussi. Caipirinha, nourriture. Ça, c'est vraiment bien. Michael, si tu sais pas c'est quoi la caipirinha, on va t'aider. Ça va bien aller. Puis évidemment, on va faire de la musique avec les jeunes de la Kuka. Bon, moi, avant de vous montrer un peu ce qu'on a fait, juste vous parler là, rapidement de mon cas personnel. J'ai eu des gros problèmes avec mes oreilles pendant plusieurs années. Ça fait 8-9 ans que je traîne ça. Ça m'a obligée à arrêter de chanter pendant très longtemps. Puis j'étais un peu nerveuse de savoir qu'il fallait que j'aille chanter avec les jeunes. Ça me mettait un petit peu inconfortable parce que je ne savais pas comment ça irait, mes oreilles, est-ce que ça marcherait, est-ce que ma voix, ça fonctionnerait. Finalement, ça a été une très belle expérience, extraordinaire. Ça m'a encouragée à recommencer à jouer de la musique. Donc ça, c'est le point le plus positif, là, presque. Donc, pour conclure, ben, je vais vous présenter un extrait du spectacle qu'on a fait. C'était le 16 juin. Donc, tous les participants du Québec étaient dans le spectacle. Donc, Juvencio parle un petit peu au début, puis après ça, bon, on va commencer à faire de la musique. Je sais pas si je pense que mon son n'est pas connecté. Je pense que tu n'as pas besoin avec le... Non? OK. C'est là, par exemple. Non. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça dans nous? Je sais pas si ça va être trop fort, du coup. J'essaye. Une erreur s'est produite. Ça sera pas long. On recommence. Sinon, je vais aller chercher ailleurs. Bon, OK. Ça sera pas long. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Des commentaires? Non. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas? C'est pas vrai ça. Comment? Non, c'était ça, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai une question déjà. Ouais. Tu parles beaucoup des jeunes qui venaient étudier à la Kuka. Tantôt, on dit que les jeunes ont entre 15 et 29 ans. Ouais. Moi, j'ai 27 ans, je pense qu'on a à peu près le même âge. Ouais. C'est à peu près notre âge. Comment est-ce que tu voyais ta relation avec, disons, les étudiants, parce que tu les appelles les jeunes? Ben, les jeunes. Tu as eu une formation de musicienne classique, tu sais, en passant par des cours magistraux. Oui, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que ils se rendent compte qu'on a des connaissances que eux n'ont pas. Puis j'ai senti beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Je suis très proche de Jonathan, le gars qui a été étudié. Et ben, il me posait beaucoup de questions par rapport à la musique. Puis en même temps, ben, lui, il avait d'autres connaissances que moi, je n'avais pas nécessairement par rapport au répertoire brésilien. Par rapport lui, il a appris de manière autodidacte, mais il a une très belle voix. Puis il a des très bons réflexes. Donc tout ça aussi, on a mis des choses, on a mis beaucoup de choses en commun. Donc j'avais beaucoup plus l'impression que c'était un échange parce que oui, j'ai donné
beaucoup d'informations par rapport à certaines choses en musique, mais lui, il me donnait beaucoup aussi en retour, autant par rapport à des questions sur le Brésil, la musique du Brésil, peu importe. J'ai vraiment vu ça comme une relation d'amitié qui s'est construite, là, en tout cas avec lui principalement. C'était beaucoup comme ça que je l'ai vécu. C'est sûr moi j'ai 34 ans, donc bon, j'étais peut-être un peu plus vieille, mais je trouvais que c'était comme un échange. Là. Puis en même temps, j'étais consciente que oui, je suis rendue au doctorat, là, mais j'ai pas essayé d'imposer comme mon savoir. Puis il faut juste être humble. Puis ben oui, j'ai eu d'autres études que toi, mais bon, ça fait pas de moi une personne supérieure ou quoi que ce soit. C'était comme ça que je voyais ça. Bon, je pense que c'est cette vidéo-là. Algumas participações especiais, né? De uns amigos nossos do Canadá, Catherine, Cristiano, Tomás, Daniel, seguindo com os alunos. Seu nome desse cara é Jonathan, Daniel, Anderson, Alessa. Esse é o nome da Lenice. Esse é o nome da
pour moi personnellement, mais là, était vraiment sur un angle de musicologie, plutôt moi, plutôt en photologie. Et tout d'abord, en fait, c'est vraiment inspirant, en fait, la plupart. C'est vraiment, c'est gigantesque, là, dans la plupart, on est dehors, il y en a 3 comme ça, Fortaleza. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour rentrer dans la coupa, déjà, tu passes des gardiens et tout, c'est assez impressionnant. Dans une autre coupa, tu passes même au détecteur de métal. Et c'est sécuritaire, c'est un endroit vraiment, c'est pour ça que je trouve ça vraiment inspirant. Tous les jeunes, ils arrivent là, ils amènent leur bébé et tout, parce qu'ils ont souvent des enfants plus jeunes là-bas, ici. Donc moi ça m'a vraiment inspiré ce lieu. Et après, moi, sur un angle pédagogique, pour tous les professeurs, c'est génial d'aller là-bas pour voir la patience du professeur et comment il s'adapte aux élèves. On dit tout le temps adaptez-vous aux élèves. La belle philosophie, s'adapter aux élèves. Là, c'est vraiment le cas. Là, c'est vraiment les étudiants, les jeunes qui décident leur morceau. Des fois, ça joue dans un sens, ça joue dans l'autre. Ils parlent tous. Il y en a qui arrêtent pendant 20 minutes de jouer. Il y en a qui jouent aux cartes. Il y en a qui jouent aux cartes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une belle leçon de pédagogie de la part du professeur. Et il y avait plein de points comme ça, super. Et les Brésiliens sont super chaleureux, tous, que ce soit à l'université ou à la coupa. C'est vraiment, nous on est souvent centrés sur nous-mêmes ici, on pense souvent à nous dans notre carrière et tout. Ils sont tellement chaleureux, c'est vraiment beau à voir et à vivre. Moi, c'est vraiment ce qui est sorti de ça. D'un point de vue pédagogique, moi j'ai vraiment aimé ce qu'elle a parlé un peu, Maïra. L'utilisation des technologies sont tout en bon, beaucoup plus sur WhatsApp en général dans la vie que nous, mais c'est un outil dans le cours, mais c'est vraiment un outil que tout le monde utilise. On va enregistrer le professeur, ce qu'il dit, on va prendre une photo de ce qu'il fait, de ce qui est au tableau. Ce qui est au tableau. On va se filmer, on va se mettre sur les réseaux sociaux, et ça, mais pour le sentiment d'appartenance, c'est là. Ça permet aux jeunes de travailler chez eux un petit peu, ça permet plein de choses, parce que c'est vraiment une autre situation. Donc, c'est vraiment, ce point de vue des technologies, c'est vraiment inspirant. Comment ils utilisaient ça, et surtout qu'ici, c'est souvent range ton téléphone pendant le cours de musique. Mais là, au contraire, on voit qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses à faire avec ça. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une pause, et puis à 3h30, on va avoir le récital de musique brésilienne avec plusieurs personnes. Merci à tous.